parle de mon rapport à la langue arabe et du fait que c'est ma langue maternelle, mais que je n'arrive pas à la parler, je n'arrive pas à l'apprendre. Ça m'a beaucoup interrogé ces dernières années sur pourquoi j'y arrive pas. Il y a cette espèce de contradiction avec le fait de s'appeler Nabil ou Hakim. Alors, on me voit pas là forcément à l'antenne, mais en fait, je suis barbu et j'ai vraiment une tête d'arabe. Et donc, ça semble un paradoxe à beaucoup de gens que quelqu'un qui s'appelle Nabil et qui a une tête d'arabe ne parle pas l'arabe, alors que ça semblerait évident. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous, mon invité aujourd'hui c'est Nabil Wakim, bienvenue. Bonjour. Marhaba Nabil. Marhaba, oui. Vous êtes journaliste, spécialiste des questions d'énergie au journal Le Monde. Alors vous n'êtes pas toujours occupé d'énergie, hein. Non. Mais vous étiez candidat, vous occupez d'énergie ? Oui. J'adore, ça m'intéresse beaucoup. C'est pas le sujet du jour, mais l'énergie et le climat, c'est très important. Ouais, parce que c'est particulier quand même d'être spécialisé dans les questions d'énergie. Et vous publiez L'Arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France, publié aux éditions du Sol. Nabil, c'est Liban à l'envers. Est-ce que vos parents l'ont fait exprès ? Non, ils n'ont pas fait exprès, mais c'est vrai qu'on me fait souvent la remarque, simplement parce qu'en arabe, Liban c'est Lubnan, et donc on peut pas, à l'envers, ça marche pas, ça fait pas Nabil. Voilà. Par contre, ils ont fait exprès de m'appeler Nabil et d'appeler mon frère Ziad, en choisissant un prénom qui n'a pas de connotation religieuse, puisque vous savez que le Liban est un pays dans lequel il y a 17 confessions, et les prénoms sont souvent liés à des communautés religieuses, et eux, ils ont choisi un truc qui soit pas trop identifié. Mais c'est en partie vrai. C'est-à-dire ? Quel est le prénom qu'il y a sur vos papiers ? Nabil. Nabil, vous appelez Nabil, ils vous ont pas donné un autre prénom ? Si, absolument. Absolument. Mon premier prénom, c'est Eli. Bah oui, donc en fait, ils vous avaient quand même donné un premier prénom avec une connotation religieuse. Vous me le faites à l'envers, là. Non, bah en fait, c'est à eux que ça leur a été fait à l'envers, d'une certaine manière. Eli, pour la communauté chrétienne, ça veut dire quelque chose, finalement. Absolument. Eli, c'est un prénom de prophète de l'Ancien Testament. Et moi, je suis d'une famille au Liban qui est une famille chrétienne libanaise. Et dans ma famille, pas mes parents, mais le reste de ma famille tenait à ce que tout le monde ait des prénoms de baptême chrétiens. Du coup, j'en ai un à l'état civil, mais dans la vraie vie, je m'appelle Nabil et on m'a toujours appelé Nabil. D'accord. Et tout le monde vous appelle Nabil. Personne ne vous appelle Eli. Il n'y a plus personne, Eli, même dans votre famille, qui vous appelle Eli. Non, absolument. Personne, sauf la Sécu. Voilà. Donc, sur vos papiers, vous appelez Eli. Je m'appelle Eli Nabil. Voilà. Bon, vous expliquez. Est-ce que finalement, si vous étiez appelé Eli, vous auriez écrit le livre que vous nous proposez aujourd'hui ? Peut-être pas. Donc, c'est un livre dans lequel je parle de mon rapport à la langue arabe et sur le fait que. Et je parle du fait que c'est ma langue maternelle, mais que je n'arrive pas à la parler, je n'arrive pas à l'apprendre, alors que j'arrive à avoir presque 40 ans. Et ça m'a beaucoup interrogé ces dernières années sur pourquoi j'y arrive pas. Et dedans, il y a cette espèce de contradiction avec le fait de s'appeler Nabil ou Hakim. Alors, on me voit pas là forcément à l'antenne, mais en fait, je suis barbu et j'ai vraiment une tête d'arabe. Et donc, ça semble un paradoxe à beaucoup de gens que quelqu'un qui s'appelle Nabil et qui a une tête d'arabe ne parle pas l'arabe, alors que ça semblerait évident. Mais c'est vrai qu'en écrivant ce bouquin, je me suis rendu compte que beaucoup de gens qui, comme moi, avaient des têtes d'arabe et des prénoms d'arabe et des noms de famille d'arabe et vivaient en France et étaient français et arabes, et partageaient cette même difficulté à parler, apprendre la langue arabe et la transmettre éventuellement à leurs enfants. Et alors, quand vous parlez d'arabe, parce que comme disait Alfred Sauvy, vocable unique, réalité multiple, vous parlez de quel arabe ? Alors justement, ça c'est vrai que c'est très important. C'est-à-dire que on s'attend à ce que... On parle souvent de la langue arabe comme d'un tout, c'est en réalité d'une grande richesse et de beaucoup de diversité, comme on dit aujourd'hui, puisqu'on ne parle pas le même arabe au Maroc, en Irak, en Arabie Saoudite. Alors il y a une base commune qui est ce qu'on appelle l'arabe moderne standard. C'est celui qu'on enseigne d'ailleurs dans l'éducation nationale en France. L'ASM. Voilà, c'est ça, ou qu'on appelle Fosha en arabe. Mais cet arabe-là n'est la langue maternelle de personne. C'est la langue, j'allais dire... des médias. De base, c'est celle des médias, mais on n'entend pas les gens parler l'arabe littéraire dans la rue, l'arabe moderne dans la rue. Ce qu'ils parlent, c'est le dialecte, la langue de leur pays, l'arabe libanais, l'arabe marocain, l'arabe algérien, et ces arabes peuvent être assez différents. Moi, je comprends un peu l'arabe libanais, l'arabe syrien, je peux comprendre des Palestiniens, mais quand je vais au Maghreb, je ne comprends rien. Quand je vais en Arabie Saoudite, je ne comprends rien. Donc c'est vrai que c'est assez complexe à comprendre, et particulièrement pour les Français, parce qu'ils pensent que quand on parle l'arabe, tous les Arabes parlent l'arabe. En fait, il y a dedans une richesse et une grande diversité, mais d'ailleurs, dans le monde arabe, on a tendance à voir ça comme un obstacle. Moi, je pense que c'est plutôt une richesse, c'est-à-dire que c'est aussi des Arabes qui sont enrichis de plein de cultures différentes. C'est le cas au Maghreb, c'est le cas au Mashrek, c'est le cas en Irak, c'est le cas dans le Golfe, où ces Arabes, c'est des langues qui sont vivantes, puisqu'ils ont interagi avec plein d'autres langues et plein d'autres cultures.
C'est le dialecte, en fait. Bah alors, c'est vrai que le mot dialecte, on l'entend souvent avec un sens un peu péjoratif, un peu comme si c'était des sous-langues. En réalité, beaucoup de ces langues sont des vraies langues qu'on enseigne aussi à l'école, dans lesquelles des écrivains écrivent, dans lesquelles il y a des émissions de télé qui ont aussi une richesse. La question, c'est plutôt comment on fait vivre toutes ces langues-là ensemble, comment on les fait tenir dans un même bateau qui s'appelle l'arabe et qui est une langue pleine de diversité. Mais attention, quand on parle du français, souvent on pense qu'il y a que le français de France. Mais est-ce qu'on parle le même français? Alors bien sûr, on parle du Québec, de la Suisse, mais dans beaucoup de pays d'Afrique, on parle un français qui est différent. Et c'est la même chose pour l'anglais. Et c'est du français. Et c'est du français, Ouais. c'est 100% du français. L'anglais australien et l'anglais du Nigeria, c'est pas le même que celui du Texas. Donc à un moment donné, c'est aussi accepter qu'il y a plein d'expressions différentes dans une même langue. Et c'est plutôt chouette. Vous parlez combien de langues? Alors moi, je parle le français, voilà. Je parle bien l'anglais, je parle bien l'espagnol, et donc je parle mal l'arabe. D'accord. Et comment vous expliquez que finalement vous passez très facilement à l'anglais et plus difficilement à l'arabe? Bah c'est un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi parce que j'adore la langue anglaise, j'ai habité aux États-Unis, je regarde des séries en anglais, j'écoute de la musique américaine, et quand j'étais ado, j'étais fasciné par les États-Unis, par les chanteurs anglais, américains, etc. J'avais pas le même rapport à l'arabe. L'arabe, ça me mettait plutôt la honte. C'était plutôt une langue que j'avais pas envie d'entendre. J'avais pas envie d'entendre des chansons en arabe. Quand j'allais l'été au Liban avec mes parents, bah en fait c'était une épreuve pour moi parce que j'avais pas envie d'entendre cette langue. Et je crois qu'au fond, c'est vraiment pour ça, vraiment parce que c'était un problème avec la langue, ou parce que ça vous barbait simplement de retourner au bled pour les vacances? À l'époque, c'est comme ça que je le vivais. À l'époque, je trouvais ça juste ennuyeux et j'avais envie de rester avec mes copains, jouer aux jeux vidéo, il n'y avait pas de problème. Voilà, c'était clairement ça. Rétrospectivement, je me rends compte qu'il y avait là-dedans une forme de rejet et de dire, bah non, en fait, moi, je suis pas arabe, je suis français. Donc les Français, bah ils parlent d'abord français. Et puis éventuellement, ensuite, ils apprennent l'anglais, puis ils le parlent un peu mal avec un accent français. Puis éventuellement, après l'espagnol, mais alors l'arabe, oulala, c'est très loin de nous. Et c'est que plus tard, quand je suis devenu journaliste, et puis surtout ensuite quand je suis devenu père, que je me suis dit, ah mais en fait, c'est une part de moi cette langue, et puis j'aimerais bien la transmettre à ma fille. Et puis quand j'ai voulu, ben, je me suis rendu compte que transmettre une langue qu'on parle pas soi-même, en fait, c'est assez compliqué. Alors j'ai appris dans votre livre comment on disait schtroumpf en arabe. Sana Afel. Alors les schtroumpfs dans le monde arabe sont diffusés en arabe littéraire, et c'est grâce aux schtroumpfs que beaucoup d'enfants du monde arabe comprennent l'arabe littéraire. C'est curieux d'ailleurs. C'est très curieux. C'est une bizarrerie, et d'ailleurs c'est la même chose, je m'en suis rendu compte en écrivant le bouquin, avec d'autres dessins animés, en tout cas pour ceux qui étaient comme moi enfants dans les années 80, c'était la même chose avec Olive Tom, c'est Captain Majed. Alors celui-là, il n'est pas issu de votre enfance à vous par contre, hein? Non. Moi par contre je regardais Olive Tom en français. Ouais, voilà. Et puis bien plus tard je me suis rendu compte qu'en fait il y avait des gamins marocains qui regardaient cette série japonaise qui part de club de foot européen, ce qui est déjà un truc bizarre, en arabe littéraire au Maroc. Et c'est vrai que bon, c'est assez curieux, mais c'est aussi beaucoup par la culture, par les films, les dessins animés, les séries, les chansons que se propagent les langues et les cultures. Et c'est particulièrement vrai dans le monde arabe parce que ça permet la circulation d'un pays à l'autre. C'est historiquement vrai, par exemple, pour la musique arabe. Quel niveau d'arabe vous avez quand vous arrivez en France à l'âge de 4 ans? Quand j'ai 4 ans, je parle comme un enfant de 4 ans, mais je parle couramment l'arabe. Je parle mieux l'arabe que le français, disent mes parents. Je parle français parce que je suis dans une famille où le français est présent, mais mes grands-parents me parlent en arabe. Alors après, quand on a 4 ans, on n'est évidemment pas... on lit pas Marcel Proust, mais bon, voilà, je m'en sortais. Et me pas débrouillais encore en Émile arabe. Zola. Et pas encore Émile Zola. Ouais. Et, Qui est plus facile que Marcel Proust par parenthèse. Hein. Ouais, certainement, ouais. Je sais pas, j'ai jamais lu Proust, mais il faudra que je m'y mette un jour. Il vient de sortir en poche et en coffret, donc si vous voulez, si vous avez un peu de temps, c'est le moment un été pour préparer le prochain confinement. Je parle couramment l'arabe, et donc quand j'ai 4 ans, c'est une langue qui m'est familière. C'est la langue dans laquelle on me parle, c'est la langue dans laquelle me parlaient mes grands-parents. Et j'arrive en France, et c'est vrai que mes parents sont un peu inquiets que mon frère, qui est plus âgé que moi, et moi, quand on arrivait à l'école, on soit pénalisé par le fait qu'on parle pas assez bien le français. Donc c'est là qu'ils nous mettent devant des dessins animés en français pour essayer de nous remonter le niveau. Et puis finalement ça se passe à peu près bien à l'école, mais progressivement, et sans que mes parents s'en rendent compte, on perd l'arabe en cours de route, à force de pas le pratiquer, de l'entendre un peu à la maison mais plus du tout à l'extérieur, et puis de l'entendre de moins en moins avec l'éloignement progressif avec la famille, le fait de partir ailleurs, faire des études, etc. Ça nous a éloignés de la langue arabe du quotidien, celle de mange tes falafels et finis ton hummus. Voilà, ça on l'entendait plus. Et puis les voyages au Liban s'espaçant, l'arabe est peu à peu sorti de ma vie, jusqu'au moment où je me suis dit zut, alors en fait je m'appelle Nabil, je suis arabe, je suis fier aussi de mon identité arabe, mais le problème c'est que si je parle pas l'arabe, est-ce que je peux me dire complètement arabe? Voilà, c'est un peu le point de départ de ce bouquin. La question que vous vous posez, c'est est-ce qu'on peut oublier
si tant est qu'elle existe, sa langue maternelle, ou peut-être qu'elle est bloquée quelque part chez vous, quoi. Alors c'est la question que je me posais. Ouais. J'avais un peu cet espoir-là secret en commençant à écrire le bouquin, en me disant voilà, il y a quelque part un disque dur un peu vieillot dans mon cerveau où je peux le débloquer. Il faut trouver la bonne formule magique pour faire sortir la langue arabe. Mais en allant voir des linguistes qui sont spécialistes de ces questions-là, elles expliquent que si on peut perdre sa langue première, sa langue maternelle. Ouais. Mais ce qui est positif, c'est qu'elles expliquent aussi qu'on peut apprendre et réapprendre à tout âge. C'est-à-dire évidemment, on apprend mieux quand on est enfant, mais même quand on est adulte, voire très âgé, on peut aussi apprendre et réapprendre des langues. En fait, il faut travailler, il faut se plonger dans un bain linguistique, ce que moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment réussi à faire. J'ai bien conscience du fait que, voilà, c'est ça, immersion, comme disent les voyageurs linguistiques. Il faut faire l'immersion. Mais je crois que c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est-à-dire, faut avoir besoin de la langue dans sa vie pour qu'elle prenne une place. Alors vous avez appris là aussi le français. On n'insiste jamais assez sur le côté pédagogique des dessins animés pour les parents qui nous écoutent. Devant un dessin animé qui s'appelle Rodi le Petit Cid, c'est l'époque où Claude Pirard anime Croque-Vacances. Alors je vais écouter juste parce que c'est Thierry Le Luron qui chante en fait. Tout le monde a oublié qu'il avait chanté ça. Mais alors, tout le monde a oublié heureusement ce dessin animé, mais il rappellera peut-être des souvenirs à certains. Ce qui est assez curieux, moi j'avais oublié son existence et c'est ma mère qui m'a rappelé que ça existait en me disant mais si tu regardais ça quand t'étais petit et t'adorais. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un dessin animé qui parle de la Reconquista, donc du fait que les chrétiens veulent chasser les musulmans de l'Espagne andalouse, et donc c'est assez dingue cette espèce de retournement dans lequel je me retrouve à apprendre à parler français, à entendre du français dans un dessin animé qui est concentré sur une sorte de bataille Orient-Occident. Bon, vous vous souvenez des marionnettes qui étaient à côté de Claude Pirard? Non, Croque-Vacances, Isidore et Clémentine. Alors, donc vous n'avez pas regardé beaucoup Croque-Vacances finalement? En fait, je m'en rappelle plus très bien. C'est a posteriori. C'est vraiment des interviews de votre mère? Absolument, absolument. C'est en faisant ce lourd travail d'investigation journalistique qui consistait à interroger ma propre mère que du coup, je suis retombé sur tous ces dessins. Et votre père aussi. Et mon père, absolument. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est la même chose. On parlait des Schtroumpfs. La chanson des Schtroumpfs en arabe, elle me dit que je la connaissais par cœur quand j'avais 4 ans. J'en ai absolument aucun souvenir et je serais bien incapable de vous la chanter là maintenant. Vous avez développé une maladie de la langue qui est quelque part mais qui ne sort plus. Et alors, quand vous dites que vous voulez apprendre l'arabe, encore une fois, on parlait de quel arabe tout à l'heure, mais vous parlez de l'arabe classique, on est d'accord? Oui, de l'arabe littéraire, c'est-à-dire cet arabe qu'on appelle le moderne standard, parce que c'est vrai que c'est cet arabe-là qui est enseigné, et d'ailleurs, souvent, j'ai regretté ce choix. C'est-à-dire, plusieurs fois, je me suis inscrit à des cours d'arabe, et donc je suis reparti un peu à zéro, et puis je voyais qu'il y avait des liens avec ce que je connaissais de l'arabe libanais, mais c'était quand même assez différent. Et puis ensuite, quand j'allais au Liban, ou si j'essayais d'utiliser cet arabe avec mes parents, ou avec ma grand-mère, ou avec des tantes, des oncles, ils me regardaient un peu comme une bête curieuse, quelqu'un qui parle un peu comme un livre. Et donc maintenant, je me dis, mais peut-être qu'en fait, je devrais simplement aller au Liban et me familiariser avec l'arabe libanais de tous les jours, et parler cette langue-là, qui est une langue du quotidien, et pas chercher à l'utiliser comme une langue de bouquin, comme une langue je sais pas comment dire, c'est-à-dire que moi je suis journaliste, j'écris en français au Monde, et qu'il y a un endroit où on écrit un français comme ça assez châtié, un peu conservateur, et donc peut-être que j'ai aussi eu dans ma volonté d'apprendre l'arabe, un peu je me suis dit il faut apprendre le top arabe, l'arabe littéraire, l'arabe le plus classique, parce que c'est ce qui va m'ouvrir toutes les portes, ensuite je pourrai tout comprendre, etc. Peut-être que c'est une forme d'arrogance aussi, et je pense que c'est une forme de paralysie qui concerne beaucoup d'arabes en France, d'enfants d'immigrés, de se dire oh là là, en fait je peux pas apprendre l'arabe parce que la marche est beaucoup trop haute. Alors qu'en fait, le darija marocain, les dialectes algériens, tunisiens ou libanais parlés à la maison, c'est aussi des langues et elles ont de la valeur. Et ce que nous disent nos mères et nos pères et nos grands-parents, ça a aussi de la valeur, et ça aussi on peut le reconquérir et s'en servir comme une langue. Alors peut-être qu'on n'écrira pas des bouquins avec, et alors c'est pas grave, c'est des langues dans lesquelles on peut aussi s'épanouir et s'émanciper. Mais c'est pas des langues où il y a suffisamment de vocabulaire pour écrire des bouquins de toute façon. Si vous voulez écrire sur l'écologie ou sur le prix des matières premières, est-ce que vous allez pouvoir vous en sortir en darija? Peut-être pas, encore que ça va dépendre des pays, puisqu'il y a des pays dans lesquels il y a des champs lexicaux qui se sont développés. Maintenant, c'est vrai que ça peut aussi, d'une certaine manière,
être un point de départ peut-être plus simple, c'est-à-dire de s'appuyer sur ce qu'on a déjà dans son entourage, de ce qu'on entend, de ce qu'on nous dit, et puis ensuite, le jour où on veut franchir la marche supérieure, on peut la franchir. Mais il y a un peu cette idée parfois, en tout cas pour moi, et je sais que ça a été le cas pour d'autres, de vouloir franchir tout de suite la marche la plus haute. Peut-être que en fait c'est compliqué, comme dans plein d'apprentissages, il vaut mieux commencer par ce qu'on a autour de soi, ce qu'on peut saisir et ce qui peut nous être utile dans la vie. Vous allez à Harvard, vous passez une année, et tous les jours 1 heure d'arabe. Oui. Non, donc en fait, il y a quand même eu des tentatives. Mais c'est une grosse tentative. C'était une grosse tentative. Là, quand même, c'est tous les jours 1 heure d'arabe à Harvard avec 1 heure de devoir à la maison. C'est pas rien. Je dois avouer maintenant que, comme mes enseignants ne m'entendent pas, que c'est la partie devoir à la maison, j'étais pas le plus assidu. Ouais. Mais j'entendais quand même de l'arabe tous les jours. Et pour le coup, c'était un arabe très académique, très universitaire. Donc j'en ai quand même retiré des choses. Simplement, c'est toujours, et d'ailleurs c'est le cas pour toutes les langues, mais je pense que c'est particulièrement vrai pour l'arabe. Là aussi, ce dont j'ai manqué, c'est de la pratique. Et l'absence de pratique, quelque part, c'est une partie du problème, je pense qu'on est nombreux à avoir, et je me permets de le mettre au pluriel parce que j'ai rencontré pour le livre un certain nombre de gens qui m'ont raconté ça, c'est-à-dire la difficulté à pratiquer la langue, elle vient aussi de cette espèce de cette paralysie, cette honte de se dire mais en fait je vais pas parler assez bien, je vais pas être à la hauteur de là où je devrais être, de ce que les gens imaginent que je suis capable de faire ou de dire en arabe, et donc du coup finalement je dis rien. Et je raconte dans le bouquin cette scène qui m'est arrivée 1000 fois où j'arrive à Beyrouth, mais ça m'est arrivé aussi à Marrakech ou en Arabie Saoudite, où je suis dans un taxi et on commence à me parler en arabe. Je suis capable de dire en arabe, dans un arabe libanais à peu près correct, en fait, je parle pas bien l'arabe, mais je comprends. Et puis à la deuxième phrase, je suis plus capable de rien dire. Et puis là, je me retrouve con. Et puis je me dis, le chauffeur de taxi doit penser que je suis un horrible arrogant français qui veut pas lui parler. Qui a sorti son maximum de culture. Voilà, c'est ça. Mais pourquoi vous dites en arabe? C'est une question que vous vous posez, alors que vous pourriez très bien dire en français. Je suis désolé, je comprends, mais je ne parle pas. Et cette phrase-là, vous la parlez très très bien, donc effectivement, vous faites illusion. Oui, c'est ça, mais c'est parce que c'est ce que j'ai envie de faire. J'aimerais bien parler l'arabe, j'aimerais bien faire illusion, j'aimerais bien pouvoir parler l'arabe correctement. Donc évidemment, on est pétri, je pense, dans ces histoires de langue, tous autant qu'on est. C'est le cas pour l'arabe, mais c'est le cas aussi, je pense, pour toutes les langues d'immigration, pour les créoles des Antilles, pour toutes ces langues qui sont pas forcément les plus valorisées en France. On est tous dans ces contradictions, c'est-à-dire qu'on a envie d'être fiers de cette langue d'origine, et en même temps, on trouve pas forcément l'espace dans nos vies pour lui faire une place. Voilà, c'est ça. Et moi, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire avec ce bouquin, c'est-à-dire avec ce livre, j'ai essayé de trouver la place que l'arabe pouvait occuper dans ma vie et avec laquelle je suis à l'aise. Et si vous interrogez les neurosciences, parce que le cerveau, finalement, apprend très bien ce qu'il aime. Oui, enfin, le cerveau, il veut qu'on travaille. Voilà, c'est ce que j'ai compris en interrogeant les uns et les autres. C'est nous qui sommes fainéants, le cerveau c'est nous, et donc d'une certaine manière c'est aussi il faut battre le fer quand il est chaud. C'est pour ça aussi que les enfants ont cette grande capacité d'apprentissage, parce qu'ils ne cessent d'engranger des connaissances. Ils peuvent apprendre dans une langue 300-400 mots par jour alors qu'ils sont à l'école primaire. Nous ça demande un peu plus il y a déjà suffisamment de choses dans le cerveau, donc il faut faire un peu de place, mais c'est tout à fait possible, bien sûr. Simplement oui, c'est vrai qu'il faut créer les conditions et d'une certaine manière une forme d'impératif, c'est-à-dire un moment dans lequel on se dit en fait j'en ai vraiment ultra besoin, et quand on en a besoin et que ce besoin est manifeste, et oui là le cerveau et nous-mêmes on se mobilise pour y arriver. Alors, dans votre enquête, vous interrogez votre père, et quand on voit ce que votre père vous répond, on peut se demander si votre père ne vous a pas transmis sa propre vision et son propre rapport à la langue arabe. Oui, certainement. C'est-à-dire que mon père, lui, a fait une partie de ses études en arabe, une partie de ses études en français. Il vient d'une famille libanaise dans laquelle on parle l'arabe et on parle pas du tout le français. Ma grand-mère... paix à son âme, elle est morte l'année dernière, mais elle ne parlait pas du tout le français, donc c'est aussi pour ça que moi j'avais honte de pas parler l'arabe, parce que je pouvais pas parler avec elle. Et quelque part, mon père, même si lui ne le lit pas comme ça, finalement le français pour lui c'était un outil d'apprentissage, d'ascension sociale, d'ouverture vers la lecture, vers les mathématiques. Ensuite il est devenu prof de maths, etc. Et donc ça lui a servi comme marchepied aussi dans la vie, comme un outil. Et donc quelque part il nous a transmis à nous, consciemment ou inconsciemment, l'idée que le français c'était très très important et très très utile. Et ça, je pense que c'est le cas au Liban, parce que c'est un pays où il y a beaucoup de francophones, mais c'est aussi le cas, on le voit, dans beaucoup de pays, notamment au Maghreb, où il y a un peu cette idée que pour la génération précédente, le français c'était une clé de la réussite. Et donc
parlaient très bien le français, parfois c'est devenu parler mieux le français que l'arabe, voire donner vraiment toute la priorité au français pour pouvoir réussir ses études, pour pouvoir réussir professionnellement. Je crois qu'aujourd'hui on en revient dans les pays arabes, mais aussi même au sein de plein de familles françaises issues de l'immigration, et on se pose la question de trouver un meilleur équilibre entre ces différentes langues pour pouvoir manier à la fois la langue du pays, la langue d'origine, les langues d'origine quand il y en a plusieurs. Oui, pour lui, c'était pas une langue prioritaire. Exactement, ouais. C'est d'ailleurs bizarre parce que finalement l'arabe c'est quand même une des langues les plus parlées dans le monde. Il y a 300 ou 400 millions de locuteurs de l'arabe dans le monde. En France, c'est la deuxième langue la plus parlée. Il y a 4 millions de gens au moins en France qui parlent l'arabe. Alors évidemment sous une forme ou une autre, avec des degrés de connaissance de l'arabe qui sont pas forcément les mêmes. Mais en fait c'est une langue qui est très importante, y compris dans l'histoire française. Elle est enseignée en France depuis le Moyen-Âge. Il y a beaucoup de mots français qui sont d'origine arabe. C'est notre histoire commune. Et donc en fait, je crois que dans ce livre, je raconte mon histoire personnelle, mais c'est aussi pour moi une manière d'ouvrir ce débat sur la place de la langue arabe en France, parce que je crois que on ne lui fait pas la place qui lui est due dans notre histoire collective. Mmh. Et vous expliquez en donnant des chiffres que ceux qui parlent arabe, les migrants qui parlent arabe, sont ceux qui transmettent le moins leur langue par rapport à d'autres immigrations, les Portugais, les Italiens, les Turcs par exemple, les Asiatiques du Sud-Est, eux ils transmettent beaucoup plus leur langue. D'ailleurs c'est assez étonnant parce que il y a souvent en ce moment des débats sur le communautarisme, sur l'idée qu'il y aurait des communautés constituées, que tout ça serait un peu comme dans les pays anglo-saxons. Voilà. Bon, en fait, la communauté arabe, ça n'existe pas. C'est-à-dire, il y a c'est pareil. Il n'y a pas une communauté. Il n'y a pas une communauté. Il y a il y a des Marocains, des Algériens, il y a même en France des Irakiens, il y a des Égyptiens, il y a tout ce qu'on veut. Et même au sein de ces communautés-là, et ben voilà, évidemment, chez les Algériens, quand on est kabyle et où voilà, c'est pas la même chose. Quand on est du sud du Maroc, c'est pas pareil. Enfin voilà. Et donc du coup, il n'y a pas de ça c'est une chose qui est très importante, c'est qu'il n'y a pas d'uniformité là-dedans. Il n'y a pas d'uniformité, alors que c'est vrai que par exemple chez les Turcs, on voit bien qu'il y a dans l'immigration turque des structures qui existent, des associations culturelles, des réflexes de transmission de la langue, etc., qui permettent de préserver cette transmission culturelle. Il faut bien dire aussi que les vagues d'immigration venues du monde arabe en France existent depuis plus d'un siècle. Elles sont très nombreuses, de différents pays, pour des raisons qui sont différentes, des milieux sociaux qui sont différents. Et donc, voilà, tout ça rend la chose complexe. Mais c'est vrai qu'au final, on est dans une situation dans laquelle, aujourd'hui, la transmission de la langue arabe en France, elle est pas terrible. Voilà. Vous rencontrez Camélia Jordana, alors elle vous raconte qu'elle enregistre un album qui est moins connu, qui s'appelle Lost, et qu'elle chante en arabe sur cet album. Qu'est-ce que lui dit sa maison de disques ? Alors moi j'étais très surpris, j'aurais jamais pensé ça. Elle me raconte qu'au moment où elle décide de chanter en arabe, sa maison de disques lui dit « Écoute, c'est pas contre toi, mais en fait ça va pas passer sur beaucoup de radios, parce qu'en fait beaucoup de radios ne veulent pas passer des chansons où il y a de l'arabe. » Et donc, bon, finalement, elle met des chansons en arabe, des chansons en anglais, en français, donc elle a quand même des titres de son album qui passent. Mais elle dit, grosso modo, que pour beaucoup d'artistes qui voudraient chanter en arabe, eh ben, ça les arrête un peu parce qu'ils se disent, je vais être moins connu, je vais être moins écouté, je vais être moins diffusé. Et je vais pas passer à la radio. Je vais pas passer à la radio. Alors moi, je pensais que c'était plus forcément très significatif pour les artistes de passer à la radio ou pas, mais vraisemblablement c'est le cas. En tout cas, ça les importe. Et ce qu'elle dit, voilà, c'est que dans la diffusion, en fait, certains artistes, après, quand ils atteignent une grosse notoriété, elle parlait notamment de Slimane qui a fait l'Energy Music Awards, etc. Lui, il a plus de facilité à mettre de l'arabe, mais parce qu'il a déjà assis une grosse notoriété. Et donc voilà. Mais c'est vrai que c'est un enjeu, parce que je crois que la manière dont beaucoup de gens en France se représentent la langue arabe, c'est une langue qui fait peur à un certain nombre de gens. C'est une langue qui est associée à tort au terrorisme. Alors on en parlera tout à l'heure, justement, qui est associée de pourquoi l'arabe fait peur. Etc. Ouais. Et même dans sa sonorité, en fait, il y a des gens qui trouvent que c'est une langue rappeuse, qui est moche, qui est bruyante, etc. Et donc en fait, c'est aussi qu'elle n'est pas présente dans leur vie. Et donc l'entendre à la radio, ça ferait de mal à personne. L'enfant de l'immigration que vous êtes est devenu un parent de l'immigration. Qu'est-ce que ça a changé ? Comme tous les parents, on se pose des questions, et principalement on se dit qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon enfant, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre comme valeur, comme savoir, comme manière de vivre, manière d'être avec les autres.
Moi, je me suis rendu compte quand je suis devenu père que bah oui, j'avais envie de transmettre cette part de moi, de ma culture arabe, de mon patrimoine libanais à ma fille. Et puis une grosse part de ça, évidemment, c'est la langue. Et donc je me suis dit comment je fais. Et donc je suis allé à la bibliothèque. Il se trouve que la bibliothèque municipale qui est à côté de chez moi à Paris a un grand rayon de littérature arabe et de littérature arabe pour enfants avec des livres. Voilà. Et donc j'ai emprunté des bouquins. Et puis assez vite ma fille m'a dit mais en fait papa ça c'est pas pour moi, c'est pour toi. Parce qu'elle a bien vu que celui qui avait vraiment l'apprenant c'était vous. Voilà. Que le problème il était de mon côté et pas de son côté. Et je dis ça en rigolant, mais je crois que c'est quelque chose de très important parce que on est beaucoup à être dans cette situation-là. C'est-à-dire, nous, effectivement, on est des enfants de l'immigration. Nos parents sont venus en France. Moi, je suis pas né en France, mais c'est tout comme. Je suis arrivé quand j'avais 4 ans. Mais des générations de jeunes Arabes qu'on disait, oui, voilà, être des jeunes avant. Maintenant, on a 30 ans, 40 ans. On a des enfants. Certains de ces enfants sont grands. Et donc, voilà, on n'est plus des enfants d'immigrés. Eux, c'est quoi? Des enfants d'enfants d'immigrés. Donc, en fait, c'est des Français. Ils connaissent surtout la France, mais en même temps l'arabe fait partie de leur vie, ça fait partie de leur patrimoine de plein de manières différentes, tout comme par exemple la gastronomie. Moi je transmets essentiellement à ma fille la gastronomie libanaise et les ingrédients de la nourriture libanaise et des recettes de cuisine, et en fait ça fait partie d'elle, et donc j'ai envie de lui transmettre ça, j'ai envie que ce soit présent dans sa vie, et j'aimerais que ce soit plus simple de le faire en France que ça ne l'est actuellement. Mais pourquoi finalement vouloir transmettre à votre fille quelque chose que vous ne maîtrisez pas? C'est vrai, c'est compliqué la vie. Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question, ou vous acceptez le paradoxe en disant voilà? Disons qu'écrire ce livre m'a permis d'accepter ce paradoxe de manière beaucoup plus simple et de me prendre la tête quand même moins qu'auparavant. Maintenant, j'ai choisi de donner un prénom arabe à ma fille. Elle s'appelle Mona, c'est un prénom magnifique. Mais facile à prononcer. Hein. Mais absolument, facile à prononcer, exactement. Et donc en fait, j'ai pas envie, je pense que c'est important pour tout le monde, à un moment de sa vie, on se retourne, on regarde en arrière et on veut savoir un peu d'où on vient. Et c'est important de savoir dessiner ce chemin à un moment donné dans sa vie si on en a envie. Et j'ai envie qu'elle ait ces outils-là. Ça veut pas dire l'obliger. Si elle me dit, si dans sa vie elle se dit, en fait l'arabe ça m'intéresse pas, j'ai envie d'apprendre le russe et d'aller vivre à Moscou et de vivre ma vie en Russie, tant mieux pour elle. Mais si un jour elle a envie de s'y intéresser, si un jour elle a envie de remonter ce fil-là familial, j'ai envie qu'elle puisse le faire et qu'elle ait les outils pour le faire. Voilà. Et en fait, je crois que c'est ça, la question de la transmission. C'est pas imposer à ses enfants de dire il faut absolument que tu parles l'arabe. En plus, moi, je suis nul. Toi, il faut que tu fasses mieux que moi. C'est plutôt de dire je te donne la possibilité de t'ouvrir des horizons parce que ton histoire, ton patrimoine, notre histoire familiale, c'est une richesse. Voilà. Et je veux que cette richesse, tu puisses en profiter. Et pourquoi vous sous-traitez pas aux grands-parents? Alors ça, j'ai essayé, comme tout le monde. J'ai dit à ma maman, moi j'ai dit à ma maman, vas-y, écoute, tu me l'as pas fait pour moi, vas-y. Tu lui parles en arabe. Mais évidemment, ma mère, elle a envie de passer des bons moments avec ses petits-enfants. Elle a pas envie d'être une prof, elle a pas envie d'être derrière une mère fouettard qui leur dit c'est pas comme ci, c'est pas comme ça. Elle a envie de s'amuser, elle a envie de passer du bon temps, et donc elle le fait pas. Et puis d'une certaine manière, c'est mon problème à moi de savoir ce que je veux transmettre à mon enfant. C'est pas le problème de ma mère ou de ma grand-mère. Nesrine Slaoui, qui était mon invité la semaine dernière et qui raconte son parcours à Sciences Po, écrit dans son livre que être bilingue en anglais, c'est de la culture générale, et être bilingue en arabe, ça ne l'est pas. Pourquoi cette différence? Alors là, on rentre vraiment dans la question de la perception de la langue arabe en France. Il y a beaucoup de pays dans le monde dans lesquels on considère qu'être bilingue en arabe, c'est une chance, c'est formidable. En France, c'est vrai que la langue arabe, elle est associée à beaucoup de stéréotypes négatifs, et donc quelque part, on imagine que quelqu'un qui parle arabe, en fait, c'est comme un dialecte, c'est comme une sous-langue, c'est pas quelque chose qui va nous ouvrir des portes pour une progression professionnelle ou sociale ou scolaire, alors que l'anglais, de manière évidente. Et d'ailleurs, c'est assez curieux parce que justement, dans les grandes écoles, qu'il s'agisse de Sciences Po ou des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, en fait, on enseigne l'arabe. On l'enseigne plus dans les grandes écoles et dans le supérieur qu'on le fait dans le secondaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ces grandes écoles, on considère que tout le monde parle déjà le français et l'anglais, et qu'en fait, une langue supplémentaire, qu'il s'agisse de l'arabe, du russe, du chinois ou que sais-je encore, c'est une vraie chance pour trouver du boulot et progresser professionnellement. C'est assez curieux qu'on se dise ça pour des études supérieures. Parce qu'on l'a compris. Parce qu'on l'a compris, mais qu'il y avait des marchés. Mais qui, du coup, concerne une petite partie de la population, c'est-à-dire celles et ceux qui font des études supérieures, bac plus 2, bac plus 3, bac plus 5, et qu'on se pose pas la question pour une partie plus grande de la population, et y compris celle qui a des origines venues
venus du monde arabe dans l'enseignement secondaire au collège et au lycée en particulier. Alors à l'adolescence, vous avez des questionnements sur votre identité, vous parlez de votre engagement dans des associations antiracistes, et là finalement, vous vous dites que vous vous sentez pas concerné par la question du racisme. C'est un peu bizarre, oui, c'est-à-dire que je suis pas... Vous n'étiez pas l'arabe de service? Bah, peut-être que je l'étais, j'en sais rien. J'étais dans les années 90, peut-être les auditrices et les auditeurs les plus âgés s'en souviennent, mais au moment des lois Pasqua-Debré, donc sur les sans-papiers, et puis au moment où le FN a commencé à prendre un certain nombre de mairies, donc en 95 et 97, je suis devenu engagé, comme beaucoup de lycéens, dans des mouvements antiracistes, de solidarité avec les sans-papiers et tout ça. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai aucune conscience que en faisant ça, en fait, je suis un des seuls à s'appeler Nabil et à avoir une tête d'arabe qui est engagé dans ce genre de mouvement pour dire les choses rapidement, de lycéens de centre-ville. Et ça ne me traverse pas l'esprit. Et je passe énormément de temps et énormément d'énergie dans ces engagements-là. Et rétrospectivement, je me rends compte que mes parents regardaient ça un peu du coin de l'œil en se disant, mais ils voient bien qu'il y a quand même un truc qui est un peu bizarre là-dedans, à pas vouloir passer ses étés au Liban et parler l'arabe, et en même temps passer tout son temps à écrire des tracts de solidarité avec des sans-papiers venus du monde arabe pour beaucoup d'entre eux. Mais à l'époque, ça ne m'apparaissait pas flagrant. Vous posiez pas la question de l'origine de votre engagement? Non, ça me semblait être un choix politique, dire voilà, en fait c'est pas juste, voilà, et d'une certaine manière, c'est aussi comme ça qu'on a été élevé dans l'école de la République, tous autant qu'on est. On nous dit voilà, il y a des valeurs, la République elle a des valeurs, dans ces valeurs il y a l'égalité. Voilà, l'extrême droite elle met en danger l'égalité, le fait de pas reconnaître l'égalité à nos frères et sœurs humains qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, c'est pas juste. Et donc voilà, et c'est vrai que peut-être qu'à l'époque les gens avec qui j'étais engagé se disaient tiens, c'est super, on a un arabe, il est avec nous, et en plus il a pas l'air trop d'insister là-dessus, donc ça nous arrange bien. J'en sais rien. Et honnêtement, j'en parle dans le livre avec une journaliste qui a une expérience similaire, qui est Nadia Dam, qui est journaliste maintenant pour Arte et France Inter, et elle dit moi j'ai arrêté de me poser maintenant cette question de savoir si à l'époque j'étais l'arabe de service ou pas, parce que je suis pas sûr que les réponses me plairaient. Peut-être c'est la même chose pour moi. Comment enseigner l'arabe à l'école? Donc ça aussi, c'est un sujet qui passionne la classe politique. Donc vous avez rencontré pas mal de gens, puisque c'est une enquête. Vous avez rencontré notamment Najat Vallaud-Belkacem, dont le président Macron s'est quand même beaucoup inspiré pour parler de son plan sur les séparatismes. Vous avez rencontré également Hakim El Karoui. Lui, qu'est-ce qu'il vous dit, et qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vous dit après mûre réflexion? Alors donc Hakim El Karoui, c'est un consultant qui a fait plusieurs rapports pour un institut libéral assez proche d'Emmanuel Macron, qui s'appelle l'Institut Montaigne, et dedans... Alors, plus que ça, on l'a connu nègre de Raffarin. Oui, il a été conseiller. Et aujourd'hui, on dirait que c'est celui qui organiserait l'islam de France auprès du président. Donc, en tout cas, voilà, on sait qu'il parle avec l'exécutif, qu'il leur soumet des rapports, des idées. Après, est-ce qu'il s'en inspire directement, je ne sais pas, mais en tout cas, lui, il a développé toute une réflexion dans le travail qu'il a fait sur notamment la radicalisation de l'islam politique en France. Il dit, il y a un problème, c'est que l'enseignement de l'arabe, il est fait principalement dans des établissements religieux, donc des mosquées ou des associations cultuelles, plutôt qu'à l'école de la République. Et donc, si on veut lutter contre la radicalisation religieuse, en fait, il vaut mieux enseigner l'arabe à l'école plutôt que dans les mosquées. Grosso modo, ça c'est un de ses arguments principaux. Voilà, pour lutter contre l'islamisme et du reste, et c'est exactement cet argument qu'a repris Emmanuel Macron lors de son discours des Mureaux le 2 octobre dernier, dans lequel il dit, son discours dit sur le séparatisme, où il dit il y a un problème, etc. Et il dit, dans les solutions, on va renforcer l'enseignement de l'arabe, puisque on va ainsi enseigner l'arabe à l'école de la République plutôt que dans des établissements religieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des milliers de gens qui apprennent l'arabe dans des mosquées et des associations cultuelles. Alors, moi, je suis pas toujours très à l'aise avec cet argument-là, parce que c'est pas parce qu'on apprend l'arabe dans une mosquée qu'on est radicalisé ou dangereux, qu'on va devenir fondamentaliste. D'ailleurs, l'immense majorité des gens qui apprennent l'arabe dans des mosquées, en fait, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Et donc, d'une certaine manière, les associer une nouvelle fois, faire cette espèce de confusion arabe, islam, terrorisme, fondamentalisme, etc. C'est un raccourci. Maintenant, le problème que moi j'ai pu constater en écrivant ce bouquin, c'est que l'enseignement de l'arabe dans les mosquées, c'est souvent un enseignement de pas très bonne qualité. Alors évidemment, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a des gens qui savent le faire très bien, mais c'est souvent pas des enseignants spécialisés, avec un matériel, pas de matériel ou un matériel qui est de pas très bonne qualité, avec des gamins qui y vont un peu contre leur gré, qui parfois sont même dégoûtés de l'enseignement de l'arabe. Et donc
donc tout ça n'est pas optimal. Et donc oui, c'est sûr que ça serait mieux si on pouvait proposer plus d'enseignement de l'arabe à l'école primaire, au collège, au lycée, mais qui soit pour tous. C'est-à-dire, évidemment, moi, je serais ravi que des enfants issus de l'immigration, d'une manière ou d'une autre, du monde arabe, apprennent l'arabe, mais aussi, il faut valoriser la langue arabe pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une langue de culture, une des langues les plus parlées au monde, une langue de commerce, une langue qui permet d'ouvrir de nombreuses portes, de mieux comprendre le monde dans lequel on vit, et ça, ça veut le dire... travail, c'est sur la valorisation de la langue. Sûr, mais ça vient aussi de ceux qui l'ont parlé et qui peut-être ne sont pas conscients de cette valeur. Absolument, ça c'est très très important et donc voilà, et donc je crois que bon, si tout ça aboutit à avoir plus d'enseignement de l'arabe à l'école, tant mieux. Je crois par contre qu'il faut essayer de limiter l'usage, ce raccourci on va utiliser la langue arabe pour combattre le fondamentalisme. Je suis même pas sûr qu'on arrive un jour à voir les résultats de cette politique de manière directe. Je pense que le sujet c'est pas ça. Le sujet c'est de dire l'arabe c'est une vraie langue, une langue de culture, et c'est une langue de France qu'on parle en France. Et donc en fait voilà, on a intérêt à la valoriser. C'est notre intérêt collectif, social, économique, politique. Et c'est aujourd'hui une langue commerciale avec énormément de débouchés. Oui, bien sûr, parce qu'elle est parlée par 300 millions, 400 millions de gens dans le monde. Bien, allez, on va terminer avec Slimane, justement, on en parlait tout à l'heure, plus gros vendeur de disques en France l'année dernière, en 2020. Je rappelle le titre de votre livre, Nabil Wakim, L'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France, aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup.